Merci d'être venus nombreux pour cette première soirée qui est consacrée à ici, dans l'exposition des œuvres qui viennent de la collection de Daniel Cordier. Donc ça a été une chance de pouvoir les réunir et de les montrer ensemble. Cordier a jamais exposé ici, mais il avait donc, par l'intermédiaire de Dado, je pense, eu connaissance de son travail et avait acheté un nombre assez conséquent de ses œuvres. Il en avait donné deux à la donation qu'il a faite au centre Pompidou. Il y a eu deux ventes qui ont eu lieu un peu avant sa mort et après sa mort, où il a à chaque fois donné, il y a à chaque fois deux œuvres qui sont passées. Donc, bon, disons grosso modo, il y a 10 œuvres ici, il y en a 3 qui sont dans le bureau et plus les autres pièces, donc ça fait un peu plus de 15 œuvres qu'il avait collectionnées. Ce qui veut dire, indépendamment du nombre, que c'était vraiment un intérêt, un engagement. Et je trouve que les œuvres qu'il a choisies sont très bien, très belles. Et donc ce travail de ici a aussi rencontré l'intérêt de Lucie Gillet. Et c'est aussi une chance parce que tout à l'heure il y a un groupe de gens de Ware qui sont passés et ils ont dit que le travail de ici intéressait beaucoup différentes générations, dont des jeunes générations. Ça, je pense que ça veut dire quelque chose. Et donc Lucie Gillet a rencontré le travail de ici, vous me direz, mais il n'y a pas très longtemps. Et puis a dédié un travail vraiment impressionnant sur ici et sur quelque chose qui est très compliqué, c'est-à-dire d'essayer de mettre des mots sur son œuvre. Et donc avec ce beau titre qui s'appelle Les silences de ici, et qui correspond très bien et qui est déjà un défi de vouloir parler des silences. Donc voilà, ici. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Merci à Arnaud Lefebvre de m'accueillir ce soir. Et donc je vais me présenter rapidement et après je vous présenterai un peu mon travail de recherche. Donc je suis étudiante, je suis en dernière année de diplôme, de double diplôme entre l'ESSEC et l'École du Louvre, et je termine mon Master 2 en faisant ce travail de recherche donc sur ESSI. Donc c'était un travail de recherche assez conséquent parce qu'on m'a demandé de produire 150 pages de mémoire sans les annexes. Donc il y a aussi un volume d'images qui accompagne ce mémoire. Et du coup, j'ai rencontré le travail de ESSI il y a quelques années, en 2017, quand on est... justement quand elle a fait son exposition au musée des abattoirs à Toulouse. Donc moi j'étais en classe préparatoire à Toulouse à cette époque-là, et j'étais en stage au musée des abattoirs. Et donc j'ai rencontré cette exposition et rencontré le travail de ESSI. Et j'ai pu notamment en parler. On a fait tout un travail de médiation autour de son œuvre. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais été vraiment surprise par ses œuvres, qui sont quand même assez inédites. Enfin, j'avais jamais vu ça avant et j'ai pas revu ça depuis. Et aussi par tout ce qui entourait cet artiste, de mystère, de silence sur sa vie, sur son œuvre évidemment, parce qu'on n'avait pas grand-chose de concret en fait, qui avait été écrit dessus. Enfin, il y avait des choses écrites, mais on n'était pas, c'était pas quelque chose, elle n'avait pas beaucoup parlé de son travail, donc c'était vraiment quelque chose qui m'avait interpellée à l'époque. Et donc quand on m'a demandé de faire mon travail de recherche cette année, je me suis dit on va voir si je peux creuser sur cet artiste qui a l'air quand même assez intéressant. C'est là que j'ai rencontré Arnaud Lefebvre et qui m'a dit justement oui, je pense qu'il y a un sujet sur ici. Et donc j'ai fait mes petites recherches, mes grosses recherches, et j'ai voulu axer justement sur les silences de Essie. Parce que, comme vous le savez, parce que je pense qu'ici il y a beaucoup de gens qui l'ont beaucoup mieux connu que moi, voilà, parce que moi je n'ai jamais rencontré Essie malheureusement, mais voilà, du coup elle était très mystérieuse, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas dites autour de sa vie et autour de ses œuvres également. Et je ne sais pas si vous avez vu justement la citation qui vous invitait à cette soirée justement, mais c'était l'artiste décline toute responsabilité quant à son œuvre, tant au niveau de sa vie intime face au discours à propos de son œuvre. Et donc cette citation qui ouvre l'exposition qu'elle a fait en 1975 à l'Arc,
sa première exposition personnelle. En fait, cette citation résume un petit peu cet état d'esprit de Hessy, je trouve, et donne un petit peu le ton de son travail. Voilà. Et donc j'ai voulu construire mon travail autour de ça, et donc j'ai fait en 3 temps, de manière assez classique. Le premier temps, c'était essayer de comprendre un peu mieux la nature de ces silences. Est-ce que c'était des silences qui étaient liées à des contraintes qu'elle aurait pu rencontrer? Et donc j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de contraintes dans la vie de Hessy, comme le fait d'habiter un petit peu de manière excentrée par rapport à Paris, le fait de vivre de temps en temps dans des périodes plus difficiles financièrement, le fait d'être mère d'une famille nombreuse, le fait d'être mariée avec Dado, qui était un artiste beaucoup plus connu qu'elle et qui avait une production artistique qui était plus conséquente aussi, et qu'il avait des marchands, etc., ce qu'elle n'avait pas forcément toujours de la même manière, toujours. Et donc toutes ces contraintes-là, je me suis dit, est-ce que c'est ces contraintes-là qui pourraient expliquer ces silences? Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait, effectivement, ces contraintes existaient, mais qu'il n'y avait pas que ça, qu'on ne pouvait pas résumer Hessy à ces contraintes-là, et que les silences de Hessy étaient bien plus une démarche artistique, un vrai état d'esprit en fait. C'était pas seulement une réponse à des contraintes. Voilà. Et ça, je trouve qu'on l'observe directement dans ses œuvres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais aussi vous parler de l'exposition, parce qu'on a la chance d'être entouré des œuvres de Hessy, donc on pourrait aussi en parler un petit peu. Donc je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Donc ça, c'était le deuxième axe de ma recherche, c'était de chercher de quelle manière Hessy, en fait, avait justement revendiqué ce silence comme une vraie démarche artistique, comme quelque chose qu'elle a placé au cœur de ses œuvres et au cœur vraiment de son activité. Et dans un troisième temps, j'ai travaillé davantage sur les conséquences de ce silence, sur notre perception de son travail et sur la manière dont on peut parler d'elle. Parce que moi, j'ai écrit un mémoire sur des silences, un peu compliqué. Et voilà, donc il faut réussir à savoir comment parler d'elle sans la trahir. Parce que si elle avait aussi des secrets, c'est pas forcément pour rien. On n'a pas envie de dévoiler ses secrets non plus. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir pour comprendre son travail? Est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre pour apprécier son œuvre? Voilà, c'est toutes les questions que j'ai posées sur la fin de mon travail de recherche. Et voilà, donc si vous avez des questions, voilà, on pourrait faire cette intervention sous forme de conversation si ça vous dit. Sinon, je peux aussi continuer à parler, il n'y a pas de problème. Voilà. Et vous présenter un peu son travail. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde est familier ici du travail de Hessy, je crois qu'il y en a qui la connaissent très bien, d'autres peut-être un peu moins, je ne sais pas. Voilà. Donc, du coup, je vais vous faire peut-être une rapide présentation de ces œuvres-là. Donc là, on a beaucoup d'œuvres, enfin, on n'a que des œuvres textiles. Donc on a plusieurs séries, elle a travaillé par série, donc vous avez des bactéries juste là-bas, les cercles concentriques. Vous avez les points cousus végétation ici, les grillages là. Là vous avez des écritures. Là vous avez des segments géométriques et là les boutons. Et derrière vous avez encore des végétations, des grillages. Enfin, voilà, vous irez voir peut-être la salle juste derrière si vous n'avez pas encore vu après. Et donc en fait, Hessy ne fait pas que du textile, elle a une grosse production textile, mais elle fait aussi des œuvres sur support papier qui sont moins connues, qui ont été moins étudiées, parce qu'en fait elle a mis un peu de temps à les exposer, ces œuvres. Elle ne voulait pas les exposer au début, il me semble, elle ne les considérait pas forcément comme des œuvres exposées, ou alors elle n'a pas eu l'occasion non plus. Et donc, elle a une importante production d'œuvres papier, de collage, d'emballage, de papier, de carton, de perforation aussi. Enfin, elle a fait beaucoup d'expérimentations autour de ces médiums-là et de la même manière. Mais là, on va plus parler de textile, du coup, vu qu'on est dans une salle avec des œuvres textiles. Voilà. Et donc, pour revenir sur les silences, rapidement. Donc, moi, ce qui me surprend quand je vois ces œuvres, ce qui m'avait surprise la première fois que je les avais vues, c'est le côté extrêmement épuré de ces œuvres. Quand on les voit de loin, bon là c'est un peu compliqué vu les dimensions de la salle, mais si vous les voyez un petit peu de loin, on ne voit pas forcément les couleurs, on ne voit pas forcément les traits. On a une broderie qui est extrêmement fine, on a quelque chose de très fin, de très épuré, et aussi des toiles qui sont écrues, qui sont crème, qui passent presque un peu inaperçues sur les murs derrière. Donc vous voyez, on a vraiment, enfin, je trouve, comparé à d'autres œuvres qui pourraient être éclatantes de couleurs, avec beaucoup de motifs surchargés, etc. Là, on a quelque chose de très épuré et on a également quelque chose de très graphique et d'abstrait. Voilà. Et donc, tout ça me fait penser à une œuvre qui est à la fois exposée, qui a été produite. Il y a beaucoup d'œuvres de Hessy qui sont exposées aujourd'hui, mais qui en même temps
résistent un petit peu à notre regard à première vue. Et après, en fait, il faut s'approcher pour comprendre ces œuvres. Il faut regarder plus près, regarder, ah oui, effectivement, c'est fait comme ça, voilà, on va comprendre un peu mieux en s'approchant. Et donc ça résiste un peu comme ça au regard, et je pense que ça peut être un reflet aussi de la démarche de Essie, qui était de se prendre de la distance, du recul de rester en retrait en fait, par rapport à son travail. Voilà, c'est une des premières hypothèses. Après, on peut en développer plein d'autres. Voilà. Mais si jamais vous avez des premières questions, remarques, dites-moi. Ce que je ne sais pas, c'est quand est-ce qu'elle a commencé à travailler et par quoi elle a commencé. Oui, alors en fait, c'est un petit peu. Alors, quand est-ce qu'elle a commencé à travailler? C'était à la fin des années 60. En fait, elle est arrivée en France en 1962. Et donc, elle est arrivée à Hérouval, tout ça, elle s'est installée et elle a commencé à produire à la fin des années 60. Pour savoir par quoi elle a commencé, ça c'est une bonne question et c'est assez difficile d'y répondre pour moi qui ne la connaissais pas. Peut-être que d'autres auront la réponse ici, je ne sais pas. Mais parce qu'en fait, on n'arrive pas à dater précisément certaines de ses œuvres. C'est-à-dire que toutes les séries se superposent plus ou moins. Donc en fait, c'est pas évident de savoir exactement par quoi elle a commencé, sauf si vous avez une information. Ouais, je pense qu'elle a commencé par la broderie. Est-ce qu'il y a eu un catalogue en 75? Oui, il y a eu un tout petit catalogue, mais il n'y a pas eu. Oui, si. Il faut regarder parce que la liste des œuvres doit être là. Oui, mais il y avait. Il n'y a pas d'image. Non, et puis il y avait certaines œuvres qui avaient été produites en même temps, qui n'étaient pas forcément exposées à cette exposition-là. C'est ça le problème aussi. Après, elle a commencé par la broderie. Oui, je crois. Oui, par la broderie, certainement. Je pense, oui, je crois. Et après, tout ce qui est collage, tout ça, c'est arrivé peut-être plus tard. Oui, voilà. absolument. Ça, c'est sûr. Voilà. Et alors, sur la chronologie des six, si je peux rajouter quelque chose, ce qui est intéressant et ce dont je parle aussi, c'est qu'elle a une chronologie qui n'est pas du tout linéaire, et donc, comme beaucoup d'artistes. C'est-à-dire qu'elle commence à travailler dans les fin des années 60, elle s'arrête à peu près au début des années 80, et là, en fait, il n'y a plus beaucoup d'expositions sur Essie. Elle a plus de mal à produire aussi des œuvres, et on a comme ça un grand vide entre guillemets dans sa carrière jusqu'aux années 2008-2009, où il y a elle au Centre Pompidou, l'exposition, qui la remet en avant, la remet sur le universel, et ensuite on a Arnaud Lefebvre qui la rencontre en 2015 et qui découvre un petit peu son travail, le fait restaurer aussi avec d'importantes restaurations, et là on a une grosse redécouverte de ici à ce moment. Et cet effacement, entre guillemets, dans les années 80, il est lié à plein de choses, des conditions personnelles de l'artiste, évidemment, mais aussi, bien sûr, il y a aussi, Essie, elle faisait partie de mouvements féministes dans les années 70, et ces mouvements féministes, dans les années 80, ils ont une sorte de reflux, c'est-à-dire que ça se tasse, en fait, finalement, les mouvements périclites, le MLF s'arrête, il y a plein de mouvements comme ça qui se calment, et donc on constate une coïncidence entre l'arrêt de carrière de certaines artistes femmes, notamment dans les années 80, en même temps que ce reflux du féminisme. Voilà, donc peut-être que le fait, enfin c'est même sûr, je dis peut-être, mais que le projecteur qui avait été fait sur les artistes femmes dans les années 70, même s'il était relatif, parce que Essie était une des plus connues à cette époque-là, mais il y en a beaucoup qui n'existaient que dans des réseaux souterrains d'exposition, tout ça, mais voilà, mais les grandes institutions n'exposaient pas forcément beaucoup d'artistes femmes non plus. Mais dans les années 80, en tout cas, il y a beaucoup moins d'artistes femmes. Voilà. Mais il faut dire qu'elle ne montrait pas son travail. On allait chez Voilà. Voilà. Jamais elle ne parlait de son travail, jamais. Voilà, c'est ça. C'est grâce à Arnaud, il faut bien le dire. Exhumé. Enfin, là aussi, elle a décidé de montrer, elle a décidé de sortir ses œuvres. Jamais elle ne parlait de son travail, jamais. Vous, comment vous êtes venu à Essie là-bas? Ça s'est fait par la recherche quand même sur les artistes femmes, je dois dire, et puis j'ai rencontré la personne ici par l'intermédiaire de la personne qui s'occupait de la galerie avant, ici, Viviana Gavardi, mais j'avais pas relié les deux, l'artiste et puis la personne qui est ici. Quand je l'ai vue, elle était lourdement handicapée, elle n'avait plus de jambes, et donc et puis en même temps c'était une personne très généreuse, très ouverte et généreuse. Et puis donc il y a une exposition de groupe qui a réuni 3 artistes avec le commissariat de Sonia Rucassens. Et bon, je pense que ça a déclenché quelque chose chez Essie, et elle a eu envie peut-être qu'elle s'est dit c'est le moment,
Et puis voilà, donc elle a montré beaucoup de choses, des tas d'œuvres. C'est un mot assez approprié, mais avec des œuvres magnifiques et des œuvres aussi dans des conditions assez dramatiques. Donc, voilà. Le début de mon histoire. Ici. Et puis donc parce qu'il y a aussi un élément biographique qui même si on a envie de chercher dans son œuvre quelque chose qui expliquerait son histoire à elle, sa vie à elle, mais est-ce que les choses sont aussi simples et qu'est-ce qu'on peut dire de sa biographie? Oui, en fait, ici, donc comme vous le disiez, même avec ses proches, elle était très secrète, elle ne parlait pas de son travail. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les témoignages que j'ai pu récupérer par-ci par-là. Mais c'est aussi quelqu'un qui est arrivé en France sous une double fausse identité. Donc ça a été, voilà, c'était aussi, voilà, il y avait une sorte de passé un peu compliqué derrière et même là-dessus, on a du mal à retracer cette origine-là. Donc c'est sûr que c'est difficile aussi de faire un lien avec ce passé qu'elle aurait fui éventuellement. Voilà, c'est toujours délicat. Par exemple, moi, un des liens que j'aimerais faire, mais que j'essaye d'être la plus prudente possible dessus, c'est un lien notamment avec tout ce qui est motif de végétation, tout ce qui est organique. Donc si vous voulez, derrière vous, vous avez les bactéries, vous avez les végétations aussi. Il y a quelque chose de très vivant. On a l'impression que ça grouille de vie, qu'il y a quelque chose qui se passe sur la surface de ces œuvres. Et les bactéries d'ailleurs me font à la fois penser à des bactéries, à des cellules aussi, à quelque chose de rond, mais aussi à peut-être les cernes de croissance d'un arbre. Vous voyez, ça pourrait évoquer ça aussi. On a aussi des œuvres, les très rares œuvres figuratives, on n'en a pas ici, mais qu'elle a fait, représentent des arbres. On a des œuvres qui s'appellent Les machines à écrire, et on a notamment une œuvre, je pense à une œuvre qui est une série justement de paysages, et en fait ce sont des arbres. Et on a aussi des perforations qui représentent des arbres. Donc cette végétation, elle est présente dans son travail. Je réfléchis, oui, c'est ça. Donc, et ça, je me suis demandé, et j'en ai parlé avec Amarante, et j'ai lu aussi d'autres textes qui en parlaient, sur cette correspondance entre peut-être un passé qui avait eu, donc elle est d'origine de Jamaïque ici, donc peut-être que la végétation qu'elle a pu voir là-bas lui se rappelait à elle, peut-être que voilà, il y avait cette idée-là. Voilà, mais ça, toujours, on est très délicat sur ces sujets. C'est très délicat comme sujet parce que comme elle n'en parlait pas, on peut le voir éventuellement dans son travail, on peut l'interpréter comme ça, mais effectivement, on n'aura pas vraiment confirmation. Voilà, mais c'était tout l'intérêt de ce travail de recherche aussi, c'est d'essayer de jongler entre des sources qui sont des témoignages, donc forcément avec un angle précis, des personnes qui l'ont connu d'une manière ou d'une autre, d'une certaine façon, etc. Et en même temps des sources qui sont très pauvres, on a peu d'archives, on a peu de choses, même si là récemment on a eu des bonnes nouvelles au niveau des archives. Mais voilà, donc c'était assez difficile à ce niveau-là, parce qu'on a peu de matière. Donc en fait, ici, elle nous échappe de toutes les manières. C'est-à-dire qu'elle ne parlait pas à ses proches de son travail, mais elle n'a pas laissé de traces non plus, ou très peu. Enfin, c'est difficile de la saisir. Voilà. Rien dit, ah oui, c'est vraiment très mystérieux. Très silencieux aussi. Ici, c'était quand même inventé à une origine de Cuba. De Cuba. Donc, et ça, elle l'a maintenu toute sa vie. Ah, non, pas après les. Enfin, après les retrouvailles avec la famille, non, c'était quand même c'était quand même plus délicat. Et donc ça, c'est par le travail que toi, enfin que les enfants ont fait. Ah oui, pour retrouver la famille. Non, enfin de mettre ici devant le fait accompli que... Ah non, j'ai absolument pas. Je n'ai pas mis devant le fait accompli. Je suis allée la voir à l'hôpital et je lui ai dit que voilà, enfin, il était temps de retrouver la famille, mais c'était pas. Je voulais absolument pas du tout le faire contre elle ou à son insu. C'était pas l'idée. Je voulais vraiment qu'elle soit d'accord. Et elle était parfaitement d'accord. Donc voilà. Mais ça, c'est une chose qui a été imaginable en 2014 seulement, en effet. Parce
que je trouve d'ailleurs assez troublant d'ailleurs, parce que je trouve que tout s'est un petit peu passé en même temps en fait, à la fois la redécouverte de son travail par toi, cette reconnexion avec la famille, parce qu'elle appelait ses sœurs à peu près 2 fois par semaine, hein. C'était après 55 ans de silence. Donc, oui, c'était fou. Oui. Comme si rien ne s'était passé. Bon, après, ici, elle a une santé fragile, hein, quand même. Donc, est-ce que... Oui, c'est en effet l'urgence de sa mauvaise santé qui m'a fait aussi me décider à lui parler, en fait. Elle a commencé à les dialyses, mais on sait très bien que chez les diabétiques, les dialyses, ça signifie quand même un petit pied dans la tombe. Elle avait aussi perdu sa meilleure amie, Caroline Lee, enfin une de ses meilleures amies. Donc, je pense qu'elle était aussi dans un moment plus réceptif à ça, consciente quand même qu'il fallait boucler quelque chose. Mais après, Lucie n'est pas trop rentrée dans ses détails biographiques, et moi-même, c'est vrai que ça me gêne. Enfin, ça me gêne, mais en même temps, je pense qu'ils expliquent beaucoup de choses. Et ce que j'expliquais à Lucie par rapport à cette famille, donc, que moi j'ai rencontrée en fait en 2014, en réalité, puisque je ne la connaissais pas, c'est que le père de Lucie était né en 1880. Et c'était un type, un monsieur extrêmement religieux, avec des principes protestants. Et en fait, il faisait partie d'une église qui s'appelle la Plymouth Brethren, qui est en fait, en France, par exemple, sa branche la plus extrême est soupçonnée de dérive sectaire. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'ici, il a vraiment vécu dans un cadre extrêmement strict, religieux. Enfin, il n'avait qu'une idée, c'était de partir en fait. Et moi, c'est vrai que je l'ai un peu interrogée aussi là-dessus, vous vous doutez bien. Et ce qu'elle disait, c'est qu'elle détestait en fait cette île, elle détestait tout ce qui s'y rapportait. Parce que c'était vraiment quelque chose de très dur, quoi. Elle était... Pardon, je suis un lumbago, donc c'est un peu dur de parler. En plus d'être filmé, c'est pas forcément évident. Bref. Mais voilà, c'est ça. Voilà, j'étais très contente en fait de m'entretenir avec Lucie là-dessus, parce qu'encore une fois, je n'aime pas du tout ramener les choses biographiques. Enfin, néanmoins, j'ai quand même le sentiment que ce silence qu'on entend partout est très lié à la façon dont elle a été éduquée, en réalité. C'était vraiment une famille... je dis aux gens que j'ai des origines jamaïcaines, évidemment les gens éclatent de rire, voilà. Ah oui, le reggae, etc. Non, c'était pas du tout ce type de famille. Une famille créole extrêmement éduquée, où les enfants ne pouvaient pas parler le patois, c'était interdit, donc ils pouvaient parler un excellent anglais. On l'entend ici, quand elle parlait avec un charisme. Ben oui, mais parce qu'elle avait été éduquée comme ça, en fait. Ça faisait partie de son éducation extrêmement stricte. Donc, là où j'ai eu beaucoup de chance, effectivement, c'est qu'on a pu retrouver ses frères et sœurs. Elle était l'aînée, en fait, de sa fratrie. Donc, ils étaient tous encore en vie, et ils habitent tous aux États-Unis. Voilà, pour la petite histoire de retrouvailles. Mais eux sont venus, en fait, après qu'on soit reconnectés, retrouvés, etc., ils sont venus la revoir, enfin, ou la rencontrer en 2014, parce que j'avais des cousins qui ne la connaissaient pas, en fait, hein, pour la dernière fois, en fait. Donc, ils ont pu la revoir. Donc, c'est une belle histoire, elle finit très bien, finalement. Mais voilà, c'est vrai que c'est très interpellant, c'est-à-dire qu'on se dit, elle a coupé pendant 55 ans, elle s'est vraiment réinventée, elle est arrivée en France sous une fausse identité, tout en prétendant s'appeler d'un nom qui était en fait en réalité celui de sa tante par alliance, Cubain, Cavado, le fameux Essie Cavado, donc qui n'était pas son nom en fait, hein, puisqu'elle s'appelait Essie Johnston.
C'est compliqué, hein. C'est-à-dire qu'il y a 3 identités. Enfin, Lucie tout à l'heure parlait de double identité, mais c'est ça qu'elle voulait dire. C'est-à-dire que ma mère en fait a acheté un passeport pour arriver en France sous cette identité, Carmel Martin Pellotte. Donc du 17 avril 36, qui a faussé évidemment toutes les dates, puisqu'elle était en réalité de 33, mais elle était très coquette, donc évidemment elle, elle restait sur son 36. Et ce nom de Messie Cavado, en fait, c'était le nom Cavado, c'était le patronyme d'une tante par alliance qui avait émigré à Cuba dans les années 50. Ça ne s'invente pas. Donc il y avait toujours une petite racine réelle dans sa fiction aussi, qui est intéressante. Tout comme elle disait, je viens de Santiago de Cuba. Santiago, c'était l'ancien nom de Nel à Jamaïque, pour la petite histoire. Voilà, on reste toujours dans des choses un peu très connectées, en fait. C'est assez drôle. Et effectivement, elle expliquait son accent anglais, parce qu'elle n'avait absolument pas un accent hispanophone, hein, par le fait que sa mère était anglaise, qui était encore une fois une sorte de vérité, puisque sa mère était effectivement anglaise, en effet, par son père. Donc voilà. Mais l'histoire est effectivement assez vertigineuse. Je m'en excuse. Là, je n'étais pas censée prendre la parole pendant 10 minutes. Ce qui était intéressant aussi chez elle, c'est qu'elle s'intéressait à beaucoup d'artistes très différents. Elle était très curieuse, elle allait voir les expos, elle en parlait. Là, elle parlait. Et là, elle était curieuse des autres artistes, elle voyait. On aurait cru qu'elle était un peu enfermée dans son histoire, mais pas du tout. Elle était très ouverte, elle était très enfermée par rapport à elle-même, mais Exactement. le reste elle était très ouverte. Tout à fait. Très ouverte. Oui, cette idée de sortir de soi, justement. Oui, c'était une façon, qu'on certainement. C'est ce qu'on lit tout le temps dans son œuvre aussi. Oui, Il faut sortir. tout à fait. Partir. C'est quelqu'un de très sympathique. Mais je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire, sur le fait de sortir de son état d'esprit, de sa vie. En fait, moi, c'est quelque chose aussi que j'observe dans son travail, de ce jeu entre l'extérieur et l'intérieur, justement. Déjà, principalement par l'usage du textile. Le textile, c'est quelque chose qui est rattaché, on le dit souvent, à la sphère domestique, à la sphère féminine. Et donc, c'est quelque chose qui est confiné dans l'espace domestique. Et là, ici, elle le sort de cet espace-là, elle le met sur les cimaises, elle le met dans des galeries, dans des espaces d'exposition. Donc déjà, il y a un premier acte de sortir de la maison. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres actes, évidemment. Il y a le fait, rien que plus biographique, mais le fait qu'elle allait à des événements féministes sur Paris, elle rejoignait des amis, des mouvements aussi féministes. Elle a fait partie d'expositions justement féministes, etc. Donc il y a toute cette démarche aussi. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est assez... qu'on peut remarquer directement dans son travail. Là, par exemple, je pense à la cage qu'on a derrière. Les grillages aussi, ça fait directement écho à ça. On a quelque chose qui est à la fois de l'ordre du grillage qui enferme, et en même temps du grillage qui nous ouvre peut-être vers quelque chose derrière. On se dit, si on dépasse le grillage, peut-être qu'on peut aller au-delà. Et en même temps, il y a un lien biographique aussi, parce qu'elle disait que ces grillages, c'était en écho à un parc qu'elle avait construit pour ses poules. Donc il y a aussi un lien avec sa vie. Donc, voilà. Et en même temps, il y a un côté très répétitif du motif du grillage, donc quelque chose qui va prendre du temps à faire. Donc c'est quelque chose voilà, qui demande du temps, de la patience et d'être vraiment dans son espace, dans son atelier, concentré sur son travail. Donc on a ces deux dimensions de exposer un travail, mais en même temps qui nous a pris beaucoup de temps, qui était voilà, donc tous ces jeux de sortir, de revenir, etc. qui sont vachement très intéressants, je trouve, dans son travail, qui sont dans sa vie comme dans son œuvre. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de travailler sur ses silences. Et en même temps, voilà, on ne saura jamais certains éléments. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de laisser le mystère aussi comme ça, et d'accepter qu'elle était mystérieuse et qu'elle voulait... Oui, mais nous, même dans la famille, on a un petit peu hésité. Enfin bon, moi j'étais vraiment pour dévoiler son identité et tout ça, mais c'était pas si évident pour mes autres frères et sœurs. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi d'un peu triste, on se dit, bon, voilà, tout d'un coup, on dévoile la chose, et puis voilà, c'est la vérité, elle était... Elle était née d'un père et d'une mère, comme tout le monde, finalement. Mais à la fois, je trouve que c'est un peu dommage de se priver de ça, parce que
Ça explique aussi des choses en fait. En fait, ça fait partie, enfin, sa mythologie, elle l'a construite, enfin, tout en disant la vérité, on peut tout à fait aussi montrer sa mythologie et tout ce qu'elle a pu réinventer en fait. Et je pense qu'effectivement, mon père a été aussi très déterminant dans cette aventure. Parce que tout s'est fait aussi en étant avec lui, quoi. Enfin, en arrivant en France, parce qu'elle n'est jamais retournée aux États-Unis après. Donc, vraiment, tout ce cheminement aussi d'invention d'elle-même, elle l'a fait malgré tout à ses côtés. Ça, indubitablement. Enfin, il me semble, Claude. Enfin, si tu n'es pas d'accord. Hein, Non, je n'ai pas entendu ce que tu disais. Ah, d'accord, bon, d'accord. Je regardais quelqu'un qui passait dans la rue. C'était stupide, apparemment. Non, j'écoute ce que tu dis, mais là, je n'ai pas entendu les dernières phrases. Non, je disais que cette réinvention d'elle-même, elle l'a fait, enfin, ne serait-ce que par rapport à cette sorte d'identité, ce passeport qu'elle achète pour arriver en France. Enfin, je trouve ça très symptomatique, quoi. Elle l'a fait aussi d'ado. Et qu'est-ce qui explique le lien qu'elle avait avec Hérouval? Parce que ici, à la fin, elle a des problèmes pour se déplacer, elle avait besoin d'aide, elle a besoin de... C'était incroyable d'habiter là-bas. Hérouval a été un refuge. Mais c'était complètement... Mais elle aimait la nature, hein, elle aimait les pauvres. Oui, mais ça ne correspondait pas du tout. Enfin, c'était À sa vie d'avant. C'était une histoire de fou d'habiter Hérouval. Bah oui, ça dépend. Au niveau du confort et tout ça. Oui, oui, oui. Non, Enfin, je pense qu'ils s'entraidaient mutuellement dans l'inconfort. L'ado, C'était vraiment quelque chose de très... Mais on sentait qu'elle était accrochée, enfin que oui. Hérouval était son antre. Je pense que c'était tout à fait ça. C'est tout à fait ça. À partir du moment où elle est arrivée, le 14 juillet 62, c'était son refuge, oui, absolument. Et d'Alger aussi. Même après la disparition de Dado, elle est restée. Naturellement. Ah oui. Ça, elle n'aurait jamais habité ailleurs. C'est évident. C'est évident. Nous, elle me ramenait de temps en temps. Elle déposait, tu sais, des pommes sur les bureaux. Tu savais pas. Tu savais pas tu devinais que c'était ici. Elle passait et qu'on avait des kilos de pommes sur le bureau. Des sacs de pommes en plastique avec quelques pommes pourries dedans. Gisèle qui avait aussi droit aux pommes. On en avait sur le bureau. La petite aparté sac de pommes. Qui grimpait. Et la cohabitation artistique de deux créateurs, c'est pas trop compliqué? Moi, je sais que je vais un petit peu contre l'idée dominante que mon père écrasait ma mère et que voilà, cette pauvre petite victime. Enfin, elle avait quand même une personnalité pas tout à fait exceptionnelle. Voilà, merci. En plus, Dado aimait beaucoup le travail de ici. Enfin, j'aime le rappeler, le dire. Ouais, c'est important. C'est important. Ah oui, il l'a dit, tu l'as dit. Ah bah oui. Mais par exemple, au moment de l'exposition de Camille Morino, elle, au Centre Pompidou, je me souviens très bien avoir ramené le catalogue Hérouval, ici était très bien représenté dans l'expo, effectivement. Quoi. Totalement. Oui, on était vraiment enchantés. Non, c'était... Ici, il disait souvent qu'il lui avait piqué ses motifs de grillage. C'est marrant, j'ai pensé au grillage de New York. Oui, tout à fait. C'était un peu des petites blagues, mais c'est vrai que bon, on ne dit pas qu'effectivement qu'elle faisait du sous-Dado. Non. Il y a des couples d'artistes un peu troublants, mais là, effectivement, c'est... Et ces œuvres où alors Elles restent. pour le moment, elles sont là. Et puis, avant elles sont avant. Ah, Oui, elles sont avant. elles sont avant. Oui. Presque toutes. Presque toutes. C'est important en même temps qu'elle soit vue, et puis aussi qu'elle circule, et puis que le travail de SI suive le processus des œuvres d'art. Tu as déjà fait plusieurs expos. Ah oui, bien sûr. Oui, mais c'est en même temps, le travail de SI s'inscrit, mais on a l'impression dans la profondeur, un peu, elle trace un sillon, mais ça prend son temps. Bien sûr, ça prend son temps.
ça ne révolutionne pas. J'entends comme c'est quelque chose. Ouais. Mais, le sillon existe en tout cas. Oui, c'est ça. Mais on ne parlerait pas des silences de Dado, par exemple. Ah oui, c'est vraiment beaucoup plus bavard, donc ça c'est sûr. C'est rien à voir. Même lui, il parle beaucoup. Mais oui, exactement. Lui aussi beaucoup plus bavard. C'est vrai. Enfin, ma mère était bavarde hein, quand même, mais pas sur elle. Voilà. C'est ça la nuance. Ça me parlait beaucoup aussi, mais voilà, pas de façon intime. Enfin, c'est pas que Dado parlait de façon intime, donc c'est bien différent en tout cas. Au niveau de l'expression des émotions. Là encore, pour moi, c'est très culturel aussi. Enfin, ils venaient de deux cultures absolument opposées en fait. C'est fou. C'est ce qui est très beau, qu'ils se soient rencontrés aussi. Et Rouval, qu'est-ce que ça devient Ça devient. Ça reste là. Non, ça reste là, au moment. pour l'instant. Au moment, ça reste là, d'accord. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous avez vu votre mère travailler? Non, jamais. Non, mon père, tout le temps. Ah, Mon père, j'en ai travaillait dans son imaginé atelier, faire travaillait ses devant moi. œuvres, enfin, justement, est en train de les faire. C'est ce que j'expliquais à lui. Ah, Non, non, ça c'est la très question que je me secret. pose, parce que justement. Très très secret. Ouais. Rien à voir avec mon père. Mon père, c'était quotidien. Ouais. Oui, donc Nous là, étions ça dans il y avait quelque chose qui l'atelier, on arrivait. discutait, voilà. Ma mère, c'était interdit, c'était... Non, non, c'était très complexe. Je pense qu'elle avait un rapport à la création beaucoup plus difficile, de toute façon moins facile que Dado, qui dessinait tout le temps. Mais Dado était très tourmenté aussi. Oui, mais je veux dire, son rapport au geste Oui. créatif, si tu veux, voilà, Parce qui qu'il se était remettait en quotidien, question. enfin, je veux dire, il dessinait Oui. sur un coin de table, voilà, sans arrêt. Enfin, je veux dire, dans le film de Jean-Antoine, c'est extraordinaire, par exemple, ce Oui. film. Jean-Antoine, il lui pose des vraies questions, il répond à ces questions sur les surréalistes et tout ça. Il est en train de faire un dessin en même temps, quoi. Un vrai dessin, il ne fait pas un croquis ou. Il fait un vrai dessin, à la plume, à langue de Chine. J'ai entendu la maman de Sarah Holt, qui a deux œuvres de ici. Et elle disait qu'elle avait acheté ses œuvres à l'occasion de réception chez vous, où ici avait mis ses œuvres présentées, et donc elle les avait achetées un peu comme. Voilà. Est-ce que tu te souviens de choses comme ça? Moi, je suis la plus jeune aussi, donc c'était aussi ce qu'on se racontait avec Lucie. C'est vrai que moi, je n'ai pas de souvenir de ma mère non plus, étant de 72. Tu vois, elle est quand même aussi trop petite pour l'avoir travaillé. Mais Parce qu'en même temps, néanmoins, ça veut dire son aussi atelier était qu'elle fermé. montrait son travail. Si elle Ça, je pense que exposait dans les comme années ça, 70, si tu interroges Yanitza ou Yasfaro, eux sauront. Et je pense qu'elle le montrait quand même beaucoup moins volontiers que Dado. Ça certainement. Quand même. Ça me paraît évident. Plus secrète, oui, c'est ça. C'est plus compliqué. Tout était plus compliqué quand même. J'ai une question. Jamais. Enfin, Daniel, qui est une de ses meilleures amies. Enfin, je veux dire, je trouve ça très, très symptomatique. Montrer. C'est comment, en étant aussi silencieuse et en refusant à ce point de parler de son travail, comment entrer dans la vie artistique? Et en plus, en étant une femme, dans les années 70. C'est une bonne question. En fait, en fait, Dado connaissait des marchands. Donc, j'ai vu un certain nombre de personnes, notamment Cordier d'ailleurs, qui a réussi à acheter ses œuvres en allant voir Dado. Il voyait ici et ça se faisait un peu comme ça. Ils arrivaient à voir son travail. Ensuite, il y a une expo qui a été faite au musée de Lund en 78, qui a été faite aussi comme ça, c'est-à-dire que la commissaire d'exposition est venue voir Dado pour lui proposer de faire une expo. Dado n'était pas là. À quel musée? Le musée de Lund. Ah, pardon. Pardon.
Et donc Essie lui a dit, ah mais moi je peux vous montrer mon travail. Bon, je ne sais pas exactement comment c'est fait, mais voilà, et elle lui a montré. Et donc il y a eu une expo qui a été faite, une expo double avec Dado et Essie. Bon, c'est pas une très grande réussite si on lit et les retours de Dado et les retours de Essie, mais dans tous les cas il y a eu une expo de Essie, voilà. En parallèle de ça. C'était où ça? C'était Au pas musée de Lout. Bout. C'est en Suède. En Suède. En Suède. En 78. En 78. C'était un petit événement. Le musée municipal, hein, c'est ça, c'était un musée municipal. Ouais, une Kunsthalle, en tout cas une institution. C'est amusant tous les deux, ça. Chacun un étage. Oui, mais j'avais pas réalisé ce que je disais à Lucie. Alors sur l'affiche, sur l'annonce de l'événement, on voit Dado, en gros, on voit une œuvre de Dado, et Essie en petit en même. Donc en fait, ça explique aussi, je pense qu'elles sont un peu passées à la trappe, et c'est peut-être aussi pour ça que ça a été pas forcément bien vécu par l'un et par l'autre, hein, parce que Essie dit, en fait, on était un peu, pas en compétition, mais en fait, le musée est obligé de mettre un en valeur, et donc ça, forcément, en plus, en détriment de l'autre. C'est pour ça qu'à l'époque, quand Annabelle Ténès voulait faire une expo d'ado ici, vraiment, enfin, moi, j'avais donné mon avis. Elle était tout à fait d'accord d'ailleurs. Voilà, au final, c'était beaucoup mieux que ce soit une expo ici. Du coup, pour répondre à ta question, oui, en fait, elle a profité un petit peu de Dado, en fait, des marchands qui entouraient Dado. Et après, elle avait quand même beaucoup d'amis de mouvements féministes ou non d'ailleurs qui étaient à Paris, qui exposaient. En fait, pendant les années 70, il y a tout un réseau un petit peu souterrain qui se met en place d'artistes féministes ou d'artistes femmes. On pense à Femmes Art, à La Spirale, des groupes comme ça qui se sont développés. Autour de François Janicot aussi. Voilà, c'est ça. C'était tous des gros mouvements justement qui essayaient de remettre les artistes femmes au centre des expos. Quoi. Alors il y en a certaines qui avaient une reconnaissance dans les institutions un petit peu à forte visibilité, on dit, comme par exemple le musée d'art moderne. Donc ça c'était, Essie était une de ces femmes-là à cette époque-là qui était reconnue, qui avait été exposée dans une grande institution. On a aussi Nelly Alter qui avait été exposée en 73, toujours à l'Arc. Enfin, il y a d'autres artistes comme ça qui ont été exposés dans des grandes... Et ensuite, beaucoup d'autres, énormément, qui exposaient dans des salons, donc dans des expositions collectives, ou dans des galeries les unes des autres. D'ailleurs, ici, il y avait un atelier à Paris. Et il y a eu une exposition dans cet atelier d'amis artistes. Donc il y avait ces réseaux-là, et c'est grâce à ça aussi qu'elle arrivait, je pense, à se faire connaître, à faire des expos, etc. Puis elle était quand même active, c'est-à-dire que on a une lettre de Essie qui, justement, à l'exposition de l'Arc en 75, on a un journaliste qui a eu l'idée charmante d'annoncer l'exposition. Donc l'exposition était donc il y avait 3 personnes dans l'exposition, il y avait 2 artistes hommes et Essie. Et donc le journaliste a annoncé l'exposition en présentant les 2 autres artistes, mais sans mentionner Essie. Et donc Essie, qui avait, comme on a dit, un bon caractère quand même, elle ne s'est pas laissée faire et lui a envoyé une lettre assez géniale, voilà, elle est sur le site d'ailleurs si vous voulez la lire, dans laquelle justement elle lui demande pourquoi est-ce qu'il la censure, pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de son travail. Donc elle était quand même active dans cette recherche de reconnaissance. Donc, on a la réponse, le journaliste? Non, je ne l'ai pas trouvé. Mais je suis déçue aussi. Voilà. Mais la lettre est géniale comme ça. Et oui, mais voilà, donc elle était quand même proactive dans la recherche de reconnaissance, elle essayait d'exposer ses œuvres. D'ailleurs, quand elle a été redécouverte, elle a montré beaucoup d'œuvres. Moi, j'avais un témoignage de Sonia Récassens, justement, qui a fait son expo à Toulouse, et après une expo collective, avant une expo collective ici, qui me disait qu'en fait, quand elle travaillait notamment dans des expositions avec une ou 2 autres artistes, elle avait la chance d'échanger aussi avec d'autres artistes, tout de suite, elle était épanouie, on la sentait engagée, etc. Donc en fait, c'était une artiste qui était très silencieuse sur son œuvre, mais par contre, elle voulait quand même l'exposer. Enfin, c'est assez contradictoire quand même comme état d'esprit, mais voilà, ça fonctionnait, c'est comme ça qu'elle arrivait à s'intégrer, je pense. Voilà. Mais dans les œuvres qu'on voit ici, pour moi, il y a comme une conversation en fait. Il y a quand même comme une forme de langage dans ce qu'elle. Que c'est presque comme une conversation finalement qui n'est pas si silencieuse. Si on considère que chaque point c'est un mot, ben, c'est très bavard en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre musical et
Oui, pour moi, il y a quand même il y a de la parole en fait dans ce qu'elle faisait, comme une conversation avec elle-même. Qui après, il y a peut-être aussi de la solitude, je sais pas, être isolée à la campagne. Donc je pense que l'aspect de la solitude est pour le coup un échange avec la toile qui est comme une conversation avec elle-même et les autres, puisque quand même elle avait envie de partager et elle a laissé des traces. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup de bruit et c'est bien, en tout cas. Mais c'est très intéressant ce qu'on dit sur l'écriture justement. Parce que l'écriture et la musique, parce qu'en fait, effectivement, on a cette idée de rythme, on a cette idée de motifs, de déclinaison aussi de motifs qui vont être à la fois répétitifs, mais en même temps légèrement différents à chaque fois. Par exemple, les grillages, vous voyez, c'est un grillage, mais c'est pas un grillage régulier. C'est pas quelque chose qui a été fait à la machine à coudre, quelque chose qui a été fait à la main, qui est volontairement, légèrement, chaque cellule est légèrement différente l'une de l'autre. Il y a un rythme, oui. Voilà, exactement. Et au niveau des écritures, on a beaucoup de critiques d'art, de commentateurs de ici, en 75 et aujourd'hui, qui nous parlent justement d'un langage un petit peu obscur, mais qui aurait vraiment une sorte d'alphabet, et c'est très prégnant dans les végétations, par exemple, où on a cette idée de boucle, presque d'écriture, un petit peu de retour à l'essence un petit peu de l'écriture. Et je pense aussi à cette œuvre qui est derrière, qui fait partie d'une série des écritures d'ailleurs, où en fait là on a comme les lignes pour écrire, voilà, ou une partition, avec éventuellement des notes qui sont attachées comme ça, oui exactement. Donc en fait cette idée d'écriture elle est très présente dans son travail, mais c'est une écriture à laquelle on n'a pas vraiment accès, on ne sait pas trop la déchiffrer. C'est une écriture qui n'appartient qu'à elle, on n'a pas le... Oui, tout à fait. C'est pas silencieux, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un silence bruyant, il y a une espèce C'est ça, exactement. Voilà. Et dans les poèmes dans les machines à écrire, elle a fait des œuvres tapées sur la toile avec la machine. Et c'est des lettres en liberté, il n'y a absolument aucun mot. On n'a pas de mots, donc on n'a même pas de phonétique. On a la lettre, mais ça s'arrête là. Donc en fait, il y a quelque chose de l'ordre de... Elle a quand même produit, elle a une démarche artistique, donc elle a écrit aussi avec cet alphabet justement un petit peu obscur. Donc elle dit des choses. Ça, juste on n'a pas la clé et on l'aura probablement jamais et c'est pas grave. Voilà, c'est ce qui fait le... Constitutif. Voilà, c'est ça exactement. On a inventé un langage, Voilà. Je ne sais pas si d'autres personnes. Mathilde, Oui. est-ce que tu as bien connu ici? Oui, mais comme Lélita, elle était toute petite. Je l'ai connue bien, oui. Surtout quand elle venait à Paris avec Dorothée. Alors, de temps en temps, tu ne te rappelles peut-être pas, elle te déposait dans mon atelier. Mon débarras. Elle me disait, Mathilde, je viens dans une demi-heure. Une longue demi-heure. Cet enfant est insupportable. Elle était ravissante, Non, elle j'étais était sympa, sympathique, merveilleuse, tu venais avec ton frère. Malcolm, Oui. Alors, Malcolm, qui était très beau aussi, tous les deux, c'était ravissant, tout le monde était étonné de voir ces deux petits enfants si beaux à l'atelier, avec Georges, à l'époque mon mari. Et voilà, on veillait ici, on passait l'après-midi ensemble, on bavardait, on parlait, on allait voir quelques expos, et après on venait. Et après, avec les groupes féministes, beaucoup moins. Ça, nous, on avait un rapport avec ici assez particulier. On parlait de tout et de rien, on ne rentrait pas dans... Tout le monde savait qu'ici était artiste, qu'il travaillait. Tout le monde le savait dans le milieu artistique, tout le monde le savait, mais d'une façon comme ça, un peu femme d'artiste d'un côté, et une autre, comme c'était logique, le mouvement féministe, etc. Mais moi je trouve que, et c'est très difficile de parler de son travail, parce qu'il s'impose tellement avec une telle évidence que tout ce qu'on peut ajouter, c'est vraiment faire des... Et surtout, je ne crois pas qu'on peut... Je suis ravie de que tu aies parlé de sa vie et des détails, mais moi, ça m'intéresse. J'en sais beaucoup comme raconter, mais je ne pense pas qu'on peut trouver des explications d'une œuvre par sa biographie, pas du tout, surtout dans la récit. Moi, je trouve qu'au contraire, elle avait vraiment une façon de voir
extrêmement aigu, particulier. Elle était au détour de beaucoup de choses. Elle en parlait, elle était vraiment avec une distance avec les choses. Et oui, enfin moi je persiste à croire que c'est très culturel justement, en fait. Culturel, Et que c'est oui, pas du tout quelque chose de oui, mais culturel, c'est une chose. Culturel, c'est une chose, mais Oui. pas inscrit forcément dans sa biographie particulière. Culturel, je suis tout à fait d'accord Tu avec vois, tous, culturel. mais essayer de C'est comme ça trouver que je le vois. les rapports entre les événements, etc., ça ne Mais m'est... ça, c'est deux écoles qui Hein? s'affrontent. Ça, c'est deux écoles qui s'affrontent depuis Oui. le début du XXe siècle. Non, c'est pas des écoles. Non, qui s'affrontent pas, mais qui sont pas d'accord. Est-ce qu'on parle de l'homme? En 75 ou c'est Quand on parle de l'œuvre, on parle de l'homme ou pas? Donc, Oui. c'est une question qui se pose, qui est intéressante, hein, mais Oui. il y a ceux qui disent on s'occupe pas de l'homme quand on regarde l'œuvre, puis il y a ceux qui disent ben, quand même on s'occupe de l'histoire de l'homme pour comprendre aussi l'œuvre. Donc c'est deux courants différents qui existent depuis le début du siècle. En général, je parle des œuvres d'ici. Oui, mais on parle des... C'est une question dont on peut parler pour tous les créateurs. Enfin, moi, j'entends parler de cette question autour de plein d'autres créateurs. C'est une question qu'on se pose en général. Est-ce qu'on parle de l'œuvre en fonction de l'histoire de l'homme ou de la femme, ou est-ce qu'on s'en fout complètement et qu'on s'occupe que de l'œuvre? C'est pas une question. C'est une question. C'est vraiment... On ne peut pas le voir. C'est pas une question de s'en foutre. On ne peut pas mais séparer on s'y les intéresse l'autre. pas. Ça dépend. Je veux dire... Non, mais ce que je comprends très bien, effectivement, à travers ce que vous dites, c'est effectivement de toute façon l'interdit qu'elle a posé, et qui est une espèce de tabou en fait, sur sa vie, sur ses origines, Oui, c'est etc. ça. À travers ce mythe qu'elle a créé, en effet, et qui, je pense, est super intéressant et qui fait partie de sa construction. Donc, en effet, pour elle, ça n'existait pas. Je pense vraiment, en fait, jusqu'en 2014, où j'avais parlé enfin, mais ça n'existait pas. Parce que par exemple, on a parlé des Dado, etc. Et si parce que toi-même tu parlais des rapports des Dado, etc. Quand on imagine qu'il a vécu avec Dado, qui correspondent à un monde complètement autre, vraiment. Ça veut dire, si on veut des explications, si on veut vraiment creuser dans le travail des signes, on peut d'abord, et moi je trouve que si s'inscrit dans l'histoire des formes, de façon beaucoup plus intéressante que Dado. Dado, c'est une œuvre particulière, personnelle, etc. Par contre, ici, elle s'inscrit dans l'histoire des formes. Dans l'époque, ici, elle avait les minimales, elle avait les conceptuels, il avait tout ça, et elle s'est intégrée complètement en étant parfaitement marginale. Enfin, ça c'est une façon de parler parce qu'il ne l'était pas, tout le monde les connaissait, tout le monde savait qui était ici et qu'elle travaillait. On n'avait pas vu beaucoup de choses parce qu'elle ne ramenait pas ça à Paris, et il fallait y aller, etc. Mais je trouve que c'est exceptionnel des caractères, des forces et des consciences, des créativités, le fait qu'en vivant avec Dado, elle arrive à faire ce travail et vraiment qui est beaucoup plus, qui correspond beaucoup plus à l'époque des années 60, 70, 80. Voilà. Personnellement, je me trouve qu'elle s'inscrit dans une histoire. Est-ce que vous en avez parlé de ça, de l'art avec minimal, ce genre de choses? Est-ce que vous en parliez avec elle? Avec si on rigolait plutôt. on parlait très peu enfin on allait voir quelques expos à Dorothée, etc. Mais surtout c'était vraiment notre, je sais pas, c'était la vie, c'était des contacts, on parlait des choses sérieuses, mais de façon un peu elliptique, sur des choses concrètes de notre vie, de notre, etc. Mais pas tellement, oui, dans les mouvements féministes, c'était déjà un tout petit peu plus, mais c'était pas l'histoire de l'art, ni la formalité en elle-même, ni la recherche esthétique, c'était autre chose qui fondait nos discussions, donc c'était très différent. Bien sûr. Parce que ce que vous dites sur l'art minimal, sur l'inscription dans les années 60-70, etc., sur les formes, tout ça, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Les problématiques que j'ai eues justement sur ce sujet, c'est qu'elle n'en parle pas.
on a peu de traces de ça. Et c'est vrai qu'on a à la fois de l'art minimal, mais en même temps de l'antiforme avec l'utilisation du textile sur toile libre. On a quelque chose de presque Et en plus, elle différent. connaissait aussi le mouvement américain. Oui, donc c'est pour ça. Donc vraiment, ça s'inscrit énormément dans cette tendance qui existait déjà aussi et qu'elle a vraiment développée de façon extrêmement personnelle. C'est vrai. Et elle avait fait une... des femmes de Barbaros. C'est dans la lignée des femmes de Barbaros. Oui, non, mais bien sûr. Un peu. Non, Quand c'est... on voit son travail, sans pour venir à sa biographie, quand on voit son travail, on peut imaginer quelqu'un de très sérieux, etc. Et Jessie, elle était super drôle. Elle était très, dans la vie comme ça, elle était vraiment très, très vivante, très, enfin, dans les rapports avec moi et avec le groupe des gens qu'on connaissait, peut-être ça change complètement, mais elle était très vitale, elle portait beaucoup, elle racontait, elle parlait, c'était vraiment quelqu'un de très... Une question aussi un peu personnelle, est-ce qu'elle-même, ses parents étaient de façon de père très sévère, est-ce qu'elle a été sévère avec vous aussi? Oui, assez, oui, Dadou, c'était complètement absent, c'était vraiment l'autorité, c'était ma mère. Sévère. Bien élevé. Bien élevé, c'est des compliments, je vais pas faire de ma soirée. On va peut-être ouvrir la porte aussi. Il fait chaud. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Est-ce que je vais peut-être conclure du coup? Merci beaucoup d'être venu ce soir. J'espère que ça vous a qu'on a pu échanger. En tout cas, c'était très intéressant. Moi, ça m'a beaucoup intéressé d'échanger avec vous. Ça prolonge un petit peu mon travail. C'est intéressant d'avoir d'autres avis, notamment sur le sujet. Et n'hésitez pas, si vous voulez, là je reste un petit peu, donc si vous voulez rediscuter, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Et voilà, merci à tous. Merci à vous. Merci. Très bonne soirée. Le temps.